Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes maire de Nice, vous êtes aussi le patron de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et vous êtes historiquement membre des Républicains, tous les partis qui ont précédé les Républicains. Vous êtes satisfait de l'élection de Christian Jacob à la tête de ce parti? Oui, je l'ai soutenu. Et je trouve que Christian Jacob a été très courageux. C'était pas évident. C'était pas un grand risque? Non, ça n'était pas un grand risque, mais enfin, se dire qu'on va prendre et porter sur ses épaules la responsabilité d'un mouvement qui sort des élections européennes avec 8,5% des suffrages et dont on ignore si nous aurons la capacité à remonter la pente, se dire qu'il avait à prendre une part de risque et à faire peser sur ses épaules la responsabilité de tout faire pour le remonter, c'était pas évident et je suis satisfait parce que c'est la candidature du Rassemblement contre les divisions qui l'a emporté très largement avec une mobilisation qui était supérieure à celle envisagée. Donc, 62 000 votants. C'est ça. C'est un bon score, effectivement. Oui, je trouve en tout cas que c'est une belle mobilisation militante. Donc vous restez aux Républicains? Mais je n'avais jamais envisagé d'en partir. La question pouvait se poser. C'est un problème d'ADN, vous savez. Se poser quand même. Elles peuvent se poser pour les observateurs, mais moi j'ai toujours répondu de manière très claire que j'avais commencé ma vie politique gaulliste que je suis au sein du RPR, puis j'ai été un des membres fondateurs de l'UMP aux côtés de Jacques Chirac. Puis j'ai accompagné Nicolas Sarkozy pour transformer l'UMP en républicain. Mais vous aviez, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en dépit de tout cet historique extrêmement fidèle en effet, vous aviez quelques regards en biais vers la Macronie. Mais ça n'est pas... Je suis un homme libre et c'est important dans la vie politique aujourd'hui. Mais en même temps, on n'abandonne pas sa propre histoire personnelle. Je suis un homme de droite et du centre. Et d'abord, je suis un gaulliste. Et bien évidemment, lorsqu'on regarde un homme politique, si vous quittez votre parti, vous êtes un traître. Si vous allez ailleurs, vous êtes un opportuniste. Et comme je ne suis ni l'un ni l'autre, j'assume totalement ce que je suis et ce que je reste. Et est-ce que Christian Jacob, que vous soutenez donc fortement, doit récupérer, ramener dans la famille les traîtres ou les opportunistes? Je parle de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse. Je dis que tout ce qu'on pourra faire, en tout cas pour rassembler, et modestement, je suis prêt à y apporter ma contribution, serait une bonne chose. Je ne sais pas si nous réussirons à remonter la pente. Voilà, ce sera très difficile. Mais je sais une chose, c'est que ces 3 dernières années, beaucoup d'entre nous avons souffert d'une sorte de sectarisme, de division. Sectarisme du parti? Oui, absolument. De ses chefs? Il y a eu ces volontés d'exclusion. De ses chefs? Toujours... Clairement, bien évidemment, pas des militants, puisque les militants sont partis les uns derrière les autres. Donc ça veut dire qu'ils ne partageaient pas tout cela. Mais moi, je ne veux pas jeter l'opprobre contre qui que ce soit, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et je ne vais pas avoir l'attitude qu'on a eue à mon égard. Je dis simplement à ceux-là qu'aujourd'hui, ils ont leur place, et que différentes porte-étendards, différents porte-étendards de la droite et du centre doivent avoir leur place côte à côte. C'était notre tradition. La division, c'est l'inverse du rassemblement. Vous plaidez pour le rassemblement. Or, autour de la mairie de Nice, vous n'êtes pas encore candidat déclaré, mais d'autres se pressent. Je pense à Éric Ciotti. S'il y a division, est-ce que vous en appellerez au parti pour qu'il tranche? Mais, encore une fois, ce sont aux Niçois à choisir. Aujourd'hui, considérer qu'un parti politique doit se mêler de trop près de ce qui se passe, ça veut dire qu'on accepterait que ce soit un parti politique qui mette sous tutelle une commune et la politique communale. Ni Jacques Chirac ni Nicolas Sarkozy ne m'ont jamais imposé au nom d'un parti, d'avoir telle ou telle posture avec les Niçoises et les Niçois. Donc si vous vous présentez, vous ne le faites pas avec l'étiquette Les Républicains. Je choisis toujours les meilleurs pour servir ma ville. Il n'en demeure pas moins que je suis membre des Républicains. Vous m'avez suffisamment interrogé sur le sujet, aujourd'hui comme à d'autres invitations. De manière répétitive, vous le remettez sur la table. Et aujourd'hui, de manière répétitive, je vous dis une chose. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant Nicolas Béthou, au moment où Christian Jacob vient d'être élu sur une volonté de rassemblement, qu'un maire républicain sortant n'importe où en France
puisse être remis en cause dans sa légitimité face aux républicains. Moi, je vous pose la question, vous êtes un observateur avisé aussi. En tout cas, la question est sûrement posée à Christian Jacob, et j'imagine qu'il a déjà la réponse et que vous la connaissez. Des djihadistes sont emprisonnés en Syrie ou sont en train d'être relâchés par les Kurdes qui, lâchés par les Américains, abandonnent le gardiennage d'un certain nombre de camps. Parmi ceux-là, des djihadistes qui viennent de France. Que doit faire la France? Mais moi, j'ai toujours dit les choses très clairement sur certains individus extrêmement dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'un djihadiste qui a déjà contribué à organiser des opérations terroristes en France et qui est dans la nature reste quelqu'un qui a vocation à organiser des attentats terroristes chez nous. Prendre les armes contre Et son nous pays. savons pertinemment qu'avec l'effondrement de Daesh en Irak et en Syrie, avec l'attitude de la Turquie aujourd'hui face aux Kurdes, eh bien, on est en train de préparer la résurgence d'organisation d'attentats en France. Et lorsque je vois que peut-être, depuis 2-3 jours, la rumeur circule, Adrien Guilal, qui est le porte-parole de Daesh, dans 3 attentats meurtriers, je pense notamment au Bataclan, et je pense bien évidemment à celui du 14 juillet 2016 à Nice, est un de ceux qui ont contribué ou à l'organisation ou à porter la voix de Daesh. S'il est dans la nature, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va se réorganiser pour de nouveau frapper en France. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Est-ce Il qu'il faut que le gouvernement demande y avait un mandat international de lancer contre un individu comme celui-là. Moi, je dis très clairement les choses. Pour l'immense majorité de ceux qui sont partis faire le djihad et avec leur famille, mais qu'on les garde là-bas, à partir du moment où ils sont interpellés par des forces étatiques, qu'elles soient syriennes ou qu'elles soient irakiennes, qu'elles subissent le jugement des forces étatiques syriennes. Donc pas de rapatriement en France. Mais à partir du moment où ce sont des individus qui sont détenus par des groupes qui n'ont pas dans la durée la capacité ni de les juger, ni de les condamner, les Kurdes par exemple, ni de les garder. Eh bien que le mandat international qui est lancé contre cela puisse agir pour que nous puissions les neutraliser. C'est quoi les neutraliser? Ils sont emprisonnés là-bas. Toute la question est, savez, est-ce qu'ils doivent être maintenus sur place civils, ou est-ce qu'ils doivent rentrer en France? Nicolas Bétou, les partis civils demandent à ce que ceux qui ont contribué à frapper leur famille, à tuer, à laisser des blessures irréversibles, puissent être jugés par les autorités françaises. Est-ce qu'on doit le refuser aux partis civils? Est-ce qu'on doit le refuser aux familles? Est-ce qu'on ne doit pas les neutraliser et prendre le risque pour la France que de nouveau ils organisent en France des attentats contre les citoyens français? Il y a actuellement en prison en France probablement 1700 djihadistes, 1200 qui sont radicalisés et 500 qui ont été arrêtés pour des faits de radicalisation. Certains doivent sortir dans les semaines, les mois qui viennent. Que doit faire le gouvernement? Je suis très inquiet. Moi, je dis qu'il doit y avoir des mesures d'exception et qu'on doit identifier ce qui constitue un véritable danger. Les maintenir enfermés? Pour regarder comment avoir une justice qui, sur ce sujet-là, puisse prendre des mesures d'isolement ou des mesures d'encadrement qui garantissent la protection de notre pays. Le gouvernement ne se prononce pas là-dessus, est-ce que ça vous inquiète? Moi, un gouvernement qui ne se prononce pas, qui n'aurait pas d'idée, qui se dirait on va regarder, bon voilà, la préfecture de police de Paris, c'est quand même inquiétant ce qui s'y est passé. Et le gouvernement lui-même, je lisais Jean-Yves Le Drian ce matin, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui faisait part de ses propres craintes. Qui disait 5 ans de lutte contre Daesh anéantis par la guerre en ce moment. Voilà, quand on tire les conséquences de tout cela, quand Jean-Yves Le Drian le dit avec autant de lucidité, derrière, il est temps d'annoncer des mesures. Le sujet est différent, mais il relève souvent des mêmes polémiques. Il y a aujourd'hui, semble-t-il, une fracture, une fêlure en tout cas, entre différents membres du gouvernement sur la question du port du voile dans les espaces publics et en particulier pour la sortie scolaire. Quelle est votre position? Ma position est très claire. D'abord, je trouve que Jean-Michel Blanquer a raison
d'affirmer ce qu'il dit. Il est contre le port du voile. Et personnellement, je ne peux pas accepter, face aux provocations que nous avons connues, notamment avec un syndicat d'éducation nationale, la FCPE, que dans le temps scolaire, des personnes qui portent de manière ostentatoire un signe religieux puissent accompagner des enfants dans le temps scolaire. Donc pour moi, ça doit être totalement prohibé. La mairie de Nice est très en avance dans la reconnaissance faciale. Il y a de nombreuses caméras dans la ville et vous testez des programmes de reconnaissance faciale, sûrement dans des objectifs de sécurité publique. Le gouvernement dit qu'il veut commencer à réfléchir à une législation pour tout cela. C'est nécessaire? Il serait temps. Il serait temps, quand je pense que... D'encadrer ce que vous faites. Aujourd'hui, au nom de la loi informatique et liberté de 1978, la CNIL s'oppose à ce qu'une expérimentation qui a parfaitement réussi avec les logiciels dont nous disposons pour mettre en œuvre la reconnaissance faciale qui permet en quelques centièmes de seconde de détecter où se trouve un individu fiché dangereux. Ça, c'est pour la sécurité publique, mais vous voyez bien qu'il y a un sujet de liberté publique. Mais en quoi si vous êtes fiché? Si vous êtes fiché, oui, mais si vous êtes pisté, si vous êtes... Mais si vous n'êtes pas fiché, vous n'y êtes pas. Donc le gouvernement doit faire quoi? Il doit autoriser ce que vous faites? Nicolas Bétou, vous savez comment fonctionne la reconnaissance faciale quand même. Est-ce que si votre fiche n'est pas dans le logiciel, vous risquez d'être reconnu? Ça non, mais chacun transporte avec lui et donne en permanence des datas S'il y a 25 000 personnes dans un pays de 66 millions d'habitants qui présentent un risque, bien évidemment, on ne va pas mettre la fiche de 66 millions de Français. Donc vous demandez au gouvernement d'autoriser la pratique telle que vous l'avez établie dans la ville de Nice. Je demande au gouvernement de prendre les mesures législatives et réglementaires pour qu'une fois pour toutes, ce qui se pratique ailleurs puisse être mis en œuvre ici. Ailleurs, à l'étranger. On ne peut pas parler en permanence des évolutions de l'intelligence artificielle. On ne peut pas se dire qu'on est surveillé ou par les Américains ou par les Chinois selon le choix qu'on fait de notre smartphone et de notre téléphonie qui vous mettent sous surveillance dans tous vos faits et gestes du matin au soir et refuser que la police française, elle seule, soit interdite pour 25 000 personnes fichées de pouvoir les surveiller. Vous vous battrez pour ça? Je me bats depuis des années pour ça. Ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Parce que ce que le seul œil et regard humain ne peut pas faire, l'intelligence artificielle peut le faire pour nous protéger et pour éviter d'autres drames que ceux que nous avons connus par le passé. Merci Christian Estrosi.